Hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Léniaud. Je voulais commencer par vous dire que je crois profondément que chacun peut vivre une vie extraordinaire, chacun est libre de l'inventer à sa manière, même si pour y parvenir, et ça j'y crois dur comme fer, il faut y travailler sans relâche et avec intention. C'est ce que je fais depuis plus de 10 ans au travers de mon podcast, au travers de Demian, mon école de leadership et d'entrepreneuriat, ou encore de Gémio, la marque de joaillerie que j'ai créée il y a maintenant plus de 13 ans, ça ne me rajeunit pas, et qui se développe à l'échelle mondiale. Tous les mercredis, vous le savez, je vais à votre rencontre pour essayer de vous aider, pour essayer de répondre à vos questions, pour essayer de vous coacher d'une certaine manière et vous aider justement à vivre cette vie extraordinaire ou en tout cas du mieux que vous pouvez. C'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui avec Jeanne. J'ai trouvé que cet épisode était vraiment très intéressant parce que on a abordé un sujet qui moi me passionne, le luxe, et Jeanne qui est en train de créer une marque de cosmétiques toute nouvelle qui n'est pas encore sortie au moment où on se parle, me pose la question suivante. Peut-on réussir à lancer une marque de luxe, des codes du luxe, sans budget supplémentaire par rapport à ce qu'on s'est fixé? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par une marque de luxe ou une marque premium? Est-ce qu'on peut avoir les deux? Est-ce que si on commence par du premium, on peut ensuite réussir à transiter vers du luxe? Bref, un sujet de positionnement, un sujet de plateforme de marque. J'ai trouvé vraiment que sa démarche était très intéressante. Écoutez l'épisode jusqu'au bout parce qu'en fait, Jeanne n'a pas arrêté de me reposer de nouvelles questions et donc je pense sincèrement que jusqu'à la fin j'ai réussi à lui apporter de la valeur et notamment sur la fin elle me demandait comment réagir, quel est le dernier conseil que tu peux me donner Pauline, et je lui disais qu'il fallait surtout se prémunir d'un risque qui est le fait d'être déçu si jamais son lancement ne se passe pas comme prévu, ce qui arrive bien souvent, trop souvent, quasiment à chaque fois. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous invite à vous abonner, que ça soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou sur le podcast si jamais c'est pas encore fait, comme ça vous ne raterez pas un nouvel épisode. Et maintenant, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Hello Jeanne, bienvenue sur le podcast avec moi. Merci Pauline. Je suis ravie d'être avec toi. Alors tu connais le principe, je veux bien que tu commences par te présenter, comme le veut la coutume, et puis ensuite que tu me dises qu'est-ce qui t'amène ici. Alors, écoute, je m'appelle Jeanne Thieu-Bénichou, donc je suis docteur en pharmacie de formation, mais j'ai une carrière en fait dans l'industrie pharmaceutique en marketing et vente. Et aujourd'hui, j'ai le projet de lancer une marque de cosmétiques, les premiers soins anti-âge en brume. En brume, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait en vaporisateur, c'est ça? Exactement. En fait, c'est donc je t'ai amené le petit flacon. Ah, super. Voilà, tu vois, en fait, on est sur les codes du parfum. Donc effectivement, l'innovation, c'est de mettre un sérum anti-âge et une crème hydratante à l'intérieur d'une brume. Ok, super clair. Et donc, quelle est ta problématique? Parce que ça a l'air plutôt assez attrayant comme perspective. Ouais. Donc en fait, moi j'ai suivi ta formation sur la plateforme de marque. Donc j'ai construit ma plateforme de marque avec ta méthodologie. Tu as bien fait. Ouais, et ça m'a énormément aidé, notamment sur les aspects de différenciation, de valeur, de mission et d'activité. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui ne me différencie pas assez. Donc en fait, le point de départ de ma marque, c'est le fait qu'en fait, il y a énormément d'injonctions contradictoires sur les réseaux sociaux sur le choix des cosmétiques, que les hommes et les femmes ont du mal à faire des choix de confiance. Et en fait, je lance une cosmétique qu'on appellerait essentialiste, voire une cosmétique intemporelle, je cherche encore mes mots, où en fait l'idée, ça serait de proposer des produits complets qui sont à la fois efficaces, beaux, durables et faciles d'utilisation. D'accord. Et en fait, pour se démarquer de la concurrence, et puisque j'ai un positionnement premium sur ce créneau-là, je me posais énormément de questions sur comment adopter les codes du luxe à plusieurs titres, sur le niveau pricing,
Deuxième chose, sur effectivement l'univers de marque. Et troisième chose, sur les canaux de distribution, sans faire appel, tout ça, à un grand cabinet de conseil. Parce que je pense qu'un grand cabinet de conseil peut te fournir des éléments de réponse, mais l'idée, c'est vraiment de faire les choses aussi un peu par soi-même, quoi. Voilà. Écoute, je suis contente que tu me poses la question, Jeanne, parce que j'avais envie depuis longtemps, en fait, de m'exprimer sur ce sujet, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se méprennent, pour tout te dire, et qui veulent lancer une marque de luxe, et je pense qu'ils prennent pas les choses à l'endroit. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que bien souvent, quand on essaie de créer une marque de luxe, on observe en fait ce que font les marques de luxe existantes. Et donc, on va typiquement lire un livre, d'ailleurs je te le recommande, qui est celui de Jean-Noël Cap-Ferrer, Luxe Oblige, qui va donner un peu quels sont tous les attributs d'une marque de luxe, d'un point de vue vraiment du business model. Donc, il faut une forme de rareté, effectivement, il faut du prestige, donc en général au niveau de l'image, au niveau du prix, il faut une forme de savoir-faire. Il y a un certain nombre de canons, on va dire, qui sont à respecter. Mais là où je trouve que les gens se méprennent, c'est qu'ils oublient que quand la plupart des marques de luxe ont existé et se sont lancées pour la première fois, je pense au Chanel, au Louis Vuitton, etc., c'était des startups. Et donc à l'époque, ces boîtes-là, en fait, et ces entrepreneurs, puisque c'était des entrepreneurs créateurs, mais néanmoins des entrepreneurs, en fait, ils essayaient aussi d'être malins. Et donc typiquement, ils pouvaient avoir un très beau produit, si je prends, je sais pas, l'existant, je prends l'exemple de Louis Vuitton. Il avait un très beau produit, il savait faire ses malles, par exemple, merveilleusement bien. C'était fait de manière artisanale, c'était très personnalisé pour les personnes à qui il allait s'adresser, mais il n'a pas tout de suite commencé par vouloir s'adresser à tout le monde. Il n'a pas tout de suite commencé par avoir une marque, si tu veux. Au début, c'était d'abord un produit qui s'adressait à quelques happy few. Et donc, en fait, il avait une démarche assez commerciale et assez entrepreneuriale en réalité. Et je dis ça parce qu'en fait, moi, j'ai plein de personnes qui me suivent, peut-être parce que j'ai créé Gemio, tu vois, et donc qui sont intéressées par tout ce qui est le monde du luxe, l'esthétisme et tout, et qui vont tout de suite se dire, ok, il faut que j'ai des prix très élevés, il faut que j'ai une image très élevée. En fait, qui vont se mettre énormément de contraintes dès le départ. Et je dirais qu'il faut choisir ses combats. Parce que le problème, c'est que tu vas être en concurrence, et là je te parle pas au niveau de la marque, mais plus au niveau du business, tu vas être en concurrence quand même avec des maisons, de luxe ou pas, mais qui ont beaucoup plus de moyens que toi. Et donc, il faut que tu arrives à être effectivement différencié. On en revient à cette question sur la plateforme de marque qui est très importante. Et donc, typiquement, si je parle du prix, qui est l'un des points où, en général, je vois que les gens ont envie de pricer très cher leurs produits pour se positionner comme une marque de luxe, ils vont vouloir avoir des prix qui sont assez élevés, avec des marges d'emblée très élevées. Je pense personnellement que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce qu'en fait, dis-toi que la marge, ça n'est que le reflet de ce qu'on appelle en anglais la willingness to pay, la valeur perçue de ton audience ou de tes clients. Et donc, si ta marque est très connue, très implantée, comme par exemple un Louis Vuitton, là oui, les gens sont prêts à payer très cher, entre guillemets, pour ce que c'est. En revanche, quand ta marque n'est pas encore très connue, même si tu as plein d'arguments, eh bien, en général, c'est quand même beaucoup moins le cas. Et donc, il faut d'abord convaincre. Et donc, je pense que, tu vois, on met souvent la charrue avant les bœufs en cette matière. Et je te dis ça parce que j'ai littéralement, je pense à au moins 3 ou 4 références, je vais pas les citer, de personnes autour de moi qui ont lancé des marques très haut de gamme avec des très beaux produits. Mais je pense qu'ils se sont trompés en essayant tout de suite d'avoir le prix cible qu'elles aimeraient avoir dans 10 ou 20 ans, si tu veux. Et donc, elles ont été, ces personnes, peut-être un petit peu trop rapides, alors qu'en réalité, je pense qu'il faut commencer par se faire connaître, ne pas oublier ce point. Au début, finalement, comme tu le disais, il faut créer la confiance, ces personnes-là. Je sais pas si je réponds à ta question en partie, mais je dirais qu'en fait, la difficulté d'une stratégie de création de marque de luxe, c'est qu'en fait, il faut visualiser que c'est sur un horizon long que ça se fait, et que donc, il faut commencer par avoir certains ingrédients du luxe, comme peut-être dans ton cas un certain savoir-faire, une certaine image, mais il faut accepter, si tu veux, de ne pas avoir tous les attributs du luxe, comme peut-être par exemple le prix, parce qu'au début, tout simplement, en fait, tu ne vas pas réussir à proposer la même valeur perçue, si tu veux, que d'autres concurrents, et peut-être d'ailleurs que ça peut être un moyen de te différencier. Peut-être que c'est pas sur le prix, peut-être que c'est sur autre chose, tu vois, mais disons qu'il faut que tu vois là où les autres sont bons, et que tu essayes de prendre un peu le contre-pied, en te disant, bah si eux sont très très bons, par exemple, en image de marque, ça, c'est une condition sine qua non, il faut que je l'ai aussi, mais il faut que j'ai aussi autre chose à différencier. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la différenciation, elle est pas uniquement, si tu veux, sur ton ADN de marque, elle va être aussi d'un point de vue du business model. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça te paraît, oui. Est-ce que ça éveille quelque chose en toi? Alors en fait, oui, moi, pour être très précise sur le prix, je vais être plutôt à un positionnement premium que luxe.
Ok. Donc ça veut dire en dessous des 100 euros. Car tout simplement, en fait, j'ai une formule très élaborée et puis qu'il y a aussi une innovation qu'on appelle une innovation galénique dans les termes pharmaceutiques, c'est-à-dire que c'est la première fois en fait qu'on invente ce concept de brume avec un sérum anti-âge et une crème hydratante à la fois à l'intérieur. Euh, euh, pour le pricing, je t'avouerai ne pas avoir délibérément fait tu vois, cette étude de panel, parce que quand tu demandes... alors, j'ai fait quand même des panels de tests, mais quand tu demandes, en fait, bon, serais-tu prête à payer telle somme il y a la moitié qui te dit oui, et puis il y a l'autre moitié qui te dit, la limite, c'est pas assez cher. Donc, c'est assez difficile de tirer des conclusions, je trouve. Mais c'est pour ça que moi je le ferai pas trop sur le prix. Je suis d'accord avec toi, je suis désolée, je t'ai interrompu, mais je suis complètement d'accord et je le dis aussi pour les personnes qui nous écoutent sur le prix, et j'avais déjà fait une leçon sur ce sujet. Je pense que les panels sont assez rarement très objectifs parce que c'est quand même pas du tout la même chose le déclaratif que de devoir sortir la carte bancaire et de payer. Et donc en tout cas en matière de prix, et donc c'est vrai que là-dessus tu as tout à fait raison d'être méfiante et de plutôt te baser sur ton bon sens et aussi surtout sur ce que tu observes de la concurrence, parce que si tu arrives à avoir des prix qui sont inférieurs pour une qualité égale ou supérieure, t'inquiète pas que le consommateur il va s'en rendre compte. Oui, d'accord. Et le deuxième volet, c'était justement l'unicité de l'univers de marque. Il n'y a pas que l'aspect rationnel, ce que l'on raconte, et je pense que j'aurai pas mal d'arguments scientifiques pour ma marque. Qui peut être un piège d'ailleurs, parce qu'en fait, le fait d'avancer une argumentation scientifique, tu vois, on est un peu aussi en justification. Et je pense que les marques de luxe, elles ne se justifient pas. Donc, j'aimerais trouver, là, que tu me dises quel est le juste équilibre entre justification, marque pointue quand même en termes d'approche scientifique, et le côté aussi hédoniste, parce que quand on achète une marque de luxe, c'est qu'on a aussi une approche très hédoniste des choses. L'univers de marque, enfin, comment je fais toute cette cohérence et que je renforce un peu ma plateforme de marque. Et aussi, je suis désolée, j'ai plein de questions, et aussi le mot essentialiste, je ne sais pas si finalement il se comprend. À force, c'est vrai, de simplifier énormément mon discours, j'ai fini par perdre peut-être une certaine originalité. C'est vrai que je ne t'ai pas mentionné le nom de ma marque, c'est Cicéron. D'accord. Ah, c'est intéressant comme nom. Et pourquoi ce nom ? Parce qu'en fait, j'admire Cicéron pour son éloquence et son intelligence et sa rigueur des choses. Et c'est vrai qu'il est très connu pour son don d'employer les justes mots et à la fois des mots puissants pour exprimer les choses très simplement. Et la tagline en fait de ma marque, c'est la beauté éloquente, pour une expression en fait de la beauté de manière extrêmement évidente, sans beaucoup de mots, comme aussi la brume, qui est, voilà, en un seul geste, tu as ton traitement anti-âge, et tout est dit, quoi. Tu vois, c'est un peu le rapport entre ce nom de marque et, enfin, déjà que je trouve d'une belle sonorité. Ça, en tout cas, j'aime bien. Bah, moi, tu sais, en tant que ancienne latiniste et littéraire, je peux te dire que ça me plaît. Donc là, tu marques des points. Mais non, ce que je voulais te dire, c'est que, voilà, pour revenir, et puis c'est un nom qui est très connu, donc ça sera assez mémorable, en fait. Donc ça, je trouve ça intéressant. Il faut juste que tu vérifies, je sais pas si tu l'as fait d'un point de vue de la propriété intellectuelle que ça passe, mais j'imagine que oui. Non, je voulais revenir sur le point, effectivement, des codes du luxe que je trouve très intéressant et ta question. Et finalement, cette distinction entre le luxe et le premium. Et en fait, c'est très intéressant parce que quand tu en parles, on voit bien que tu fais cette distinction entre le premium qui va proposer finalement un service, qui va parler de ses critères de qualité, qui va donner une raison d'y croire. Et donc, typiquement, qui va expliquer que tu as 99% de personnes qui ont des résultats positifs quand ils appliquent ta brume, etc. Ça, c'est très premium comme approche, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de convaincre rationnellement un consommateur. Et ça, c'est une démarche premium parce que le consommateur d'un produit premium va acheter parce que il a l'impression finalement qu'il fait un bon deal, tant au niveau du prix que du produit, etc. La démarche du luxe est en effet tout autre, puisque la démarche du luxe, en fait, elle fait appel à l'émotion. Et donc, on ne va pas convaincre parce qu'il y a des arguments, même si, en général, on en donne aussi en sous-jacent, et c'est d'ailleurs pour ça que les marques de luxe communiquent
quand même beaucoup sur leur savoir-faire unique, etc. Mais disons que c'est pas la raison d'acheter, si tu veux, le savoir-faire. La raison d'acheter, c'est l'émotion que ça va susciter. L'émotion, par exemple, de fierté quand on va arborer, je sais pas, un sac avec un certain logo. Et en fait, dans certains pays, typiquement, c'est une marque de prestige. C'est une manière de montrer qu'on a réussi socialement. Donc, en fait, si tu veux, c'est presque social et émotionnel. À l'inverse, ça peut être une émotion beaucoup plus personnelle, si tu veux, d'hédonisme. T'as utilisé ce mot, de plaisir. Et donc je pense que peut-être pour qualifier justement ta démarche, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans ce que tu dis sur le côté t'as une marque éloquente, mais ça serait intéressant que tu essayes de te dire quelle est l'émotion que je veux faire passer au travers de ma marque et de mes produits. Et c'est ça qui est le cœur de ta plateforme de marque, et c'est ça qui va te permettre ensuite de communiquer avec les bons termes et peut-être de rattacher le mot essentialiste si tu veux. Mais si tu sais pas quelle est cette émotion, ça va être assez difficile de viser juste, parce que tu risques d'être embarqué dans un discours qui est plus un discours premium de justification. D'accord. Il faut une émotion. Il en faut une ou deux, mais il faut une majeure, on va dire. Ça peut être une émotion, je vais te donner, alors moi je connais très très bien le monde de la joaillerie, donc je vais te parler du monde de la joaillerie. Si tu veux des marques comme par exemple Cartier, l'émotion principale qui est censée, alors c'est une émotion au sens large, hein, mais l'émotion qui est censée émerger, ou en tout cas la thématique qui est censée émerger, en général c'est une forme de pouvoir, si tu veux. Oui. Cartier, c'est... que ça soit dans la relation amoureuse, que ce soit socialement, en fait, c'est une émotion autour du pouvoir, si tu veux, qui est censée émerger. Et c'est pour ça que le rouge est leur couleur, etc. Van Cleef, par exemple, qui est une autre très belle maison de joaillerie, c'est pas du tout ça. Ça va plus être la poésie. Hermès, par exemple, ça va être plutôt une forme de fantaisie. Et donc, si tu veux, toutes ces maisons, elles ont quand même quelques codes, quelques invariants communs qu'elles vont ensuite essayer de décliner tout autant dans leurs produits, dans leur communication, sur leur site internet, enfin finalement de toutes les manières. Et c'est vrai, et c'est intéressant qu'on en parle, une plateforme de marque d'une marque de luxe va en général se différencier via une émotion plus que par uniquement une qualité des matières premières ou du service, tu vois. D'accord. Donc ça pourrait être intéressant de réfléchir ensemble à quelle peut être l'émotion que tu veux faire susciter autour de tes produits. Alors l'émotion que je souhaiterais susciter, c'est... j'en avais 3 en fait sur ma plateforme, mais qui sont assez reliés. C'est l'admiration, le sentiment d'être admiré, l'accomplissement de soi, un sentiment d'accomplissement de soi, de faire le bon choix aussi. Et aussi le charisme, se sentir charismatique, ce qui est relié, hein, tout est un peu relié. Alors t'auras le droit d'avoir plusieurs codes, hein. T'auras le droit d'avoir plusieurs codes, mais je te conseillerais, si tu peux, de prioriser et d'en avoir un qui est supérieur aux autres et que les autres à la rigueur soient corrélés. Comme tu l'as dit, en plus les 3 sont assez liés, mais c'est quand même pas tout à fait pareil, parce que le charisme c'est quand même plus vis-à-vis du regard des autres, tu vois. Quelqu'un a du charisme, ça veut dire qu'il a du leadership, ça veut dire d'une certaine manière qu'il est désirable, et donc l'émotion de montrer qu'on est charismatique, il y a aussi un plaisir intérieur de sentir finalement qu'on est admiré. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a un lien, mais c'est quand même plus vis-à-vis du regard des autres. Alors que l'accomplissement de soi, je trouve que c'est peut-être plus personnel, si tu veux, comme démarche. Donc ça serait intéressant que tu décides entre les deux, que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu veux mettre en avant, en disant je vais prioriser là-dessus. Ça veut pas dire que tu pourrais pas jouer sur tous les tableaux, mais à l'inverse, si tu décides que par exemple c'est le charisme, déjà ne serait-ce que dans tes moodboards, dans les mannequins que tu vas choisir, dans ton stylisme, enfin dans tout finalement ça va pouvoir avoir un sens et c'est ce que je dis souvent sur cette formation plateforme de marque, ça va être comme une boussole si tu veux qui va t'aiguiller, alors que si tu choisis l'accomplissement de soi, tu vois, j'imagine déjà un moodboard assez différent, j'imagine quelque chose d'un petit peu plus intime, d'un petit peu plus personnel. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que dans le charisme, il y a plus d'extraversion, on va dire. Tout à fait. Ça veut pas dire que c'est pas un bon mot, hein, mais je pense que tu as intérêt quand même à plutôt en choisir un, parce que le risque d'en avoir trop, c'est que t'essayes de tout faire en même temps, et si t'essayes de tout faire en même temps, en général, on le fait moins bien, et c'est moins lisible, surtout pour le client. Parce que dis-toi que le client, en fait, tout ça, c'est très, très, très intuitif, et tout ça est quand même très...
c'est pas que c'est caché, mais ça va pas être dit explicitement. C'est-à-dire que tu vas pas écrire partout, moi, ma plateforme de marque, c'est le charisme. Et donc, comme ça sera plutôt au travers de photos, au travers de textes, au travers de ton produit, de tes taglines, etc. Si jamais c'est beaucoup du non-verbal, si jamais ça n'est pas une ligne unique et qu'il y en a plusieurs qui s'entremêlent, les clients en fait vont se sentir perdus. Et s'ils se sentent perdus, en général, ils perdent la confiance. Et donc c'est pour ça que la clarté, j'en parle beaucoup dans la formation plateforme de marque, elle est essentielle. Et pour avoir une forme de clarté, en général, il vaut mieux avoir, on va dire, un invariant unique, tu vois. En fait, si je t'écoute, et ça va, et j'ai une autre question par rapport à cela, c'est qu'il y a un peu plus quand même de facilité à démarrer sur un positionnement premium, et peut-on basculer sur le luxe après, ou bien c'est très compliqué? On peut tout à fait, et beaucoup de marques le font en réalité, et c'est ce que je disais au démarrage, hein. Je pense que la plupart des maisons de luxe qui ont démarré étaient pas très très loin du premium. Elles réécrivent la réalité aujourd'hui et réécrivent leur histoire, donc en fait c'est pas forcément visible, mais la réalité c'est que la plupart des artisans en fait, puisque c'était des artisans qui ont créé des maisons de luxe, en fait je pense typiquement à la famille Cartier, ils avaient de très très beaux produits, mais ils avaient une démarche artistique bien sûr, mais ils avaient aussi, si tu veux, une démarche quand même qui était plus commerciale on va dire, où ils essayaient d'apporter une forme de rapport qualité-prix. Finalement, eux aussi, à l'époque, étaient les David contre les Goliath, tu vois, du temps d'avant. Et donc, c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que t'as, en fait, ta stratégie de marque, mais t'as aussi ta stratégie business. Et ta stratégie business, en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu es une toute petite marque qui est en train de devenir, qui va certainement devenir quelque chose de gros, mais pour l'instant, qui est tout petit. Et donc, en fait, ça, il faut quand même le prendre en considération. Moi, le point sur lequel je voulais attirer ton attention et les personnes qui nous écoutent, c'est que il faut pas se mettre des ornières, et c'est pas parce qu'on veut créer une marque de luxe qu'il faut commencer comme si on était déjà un gros, parce qu'en fait ça n'est juste pas la réalité. Je dis bien souvent dans mes podcasts et ici sur les leçons qu'en fait l'une des grandes qualités des entrepreneurs en fait c'est la conscience de soi, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle, et je pense que c'est important de se le dire. Donc c'est vrai que tu peux totalement commencer par t'orienter un petit peu plus sur une démarche premium, c'est-à-dire en accent, parce que j'ai l'impression qu'il y a des vrais, tu vois, il y a des vraies différenciations. Tu peux tout à fait axer une partie de ta com sur des bénéfices. Donc ça, c'est plus, tu vois, typiquement quelque chose dans une démarche premium, des bénéfices pour les clients. Oui. Mais ça ne t'empêche pas quand même de rajouter dessus, je pense, une ADN de marque assez définie, avec typiquement une émotion. Donc tu peux être un peu entre les deux, disons au début. Je pense que je serais pas complètement premium, parce que là, ça va être plus difficile à rattraper. Mais si t'es un peu des deux, c'est-à-dire t'as quand même pas complètement perdu de vue que tu veux vendre, et donc tu parles de tes bénéfices, mais t'as une émotion que tu veux montrer à tes clients, et puis avec le temps, tu parleras peut-être de moins en moins des bénéfices et de plus en plus de l'émotion. Mais tout ça, ça prendra du temps, honnêtement, hein. Oui, quand tu me disais, Pauline, qu'on pouvait effectivement partir, pourquoi pas, sur les bénéfices, d'abord, cela veut-il dire, et d'ailleurs c'est ténu, hein, est-ce que je bascule pas non plus dans la justification, cela veut-il dire que je devrais, oui ou non, faire des études cliniques pour faire la preuve de l'efficacité de mon produit? Parce que ça, c'est des budgets très importants, en fait, les études cliniques. Ouais, alors c'est une bonne question. Je vois bien que beaucoup de marques le font, et d'ailleurs s'appuient sur ces études cliniques. Moi là, je vais te donner un avis de consommatrice en réalité. C'est que c'est à la fois rassurant et pas vraiment, parce qu'en fait, en réalité, comme tout le monde le fait, typiquement, il y a aucune différenciation, et qu'on se dit toujours quand même globalement, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Donc, si c'est effectivement hors de prix, et là, je parle plus à l'entrepreneur, tu vois, qu'à la marketeuse, on va dire, il faut y mettre un peu de bon sens. Si c'est très cher, je commencerai en fait par faire mes propres études, à la rigueur tes résultats avant-après, comme le font d'ailleurs beaucoup de marques sur quelques clientes si tu veux, plutôt que de t'engager, de payer des montants faramineux, quand en plus tu sais que sincèrement, toutes les marques de cosmétiques expliquent que 99% de leurs clients sont satisfaits, et que machin, et que truc muche. Bon, je te dis pas que j'y crois pas, mais disons que pour moi c'est même plus vraiment des arguments massus à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est un peu vu et revu. Donc personnellement, peut-être que tu seras obligé d'y passer à un moment donné pour asseoir ta marque, mais est-ce que commencer par là est une obligation? Je suis pas persuadée.
Et là, je vais partir en phase de prélancement Ouais. parce que ça sera lancé certainement au printemps 2025. Faut-il faire valider un peu son univers de marque, euh, pas sa plateforme, mais en tous les cas tout ce qui entoure l'implicite en fait de la marque. À des clients, tu veux dire? Oui, enfin des À des potentiels clients, des clients ou potentiels bien clients. un panel Oui, pour le coup. je pense que t'as intérêt. Enfin, tu vois, un panel, le mot est peut-être un peu, comment dire, fort, mais même à des personnes dans ton entourage qui pourraient être de potentielles clientes, des amis, ta famille. Enfin, franchement, de manière générale, moi, je crois beaucoup au fait de tester tes intuitions, qui, à mon avis, vont aller dans le bon sens, mais pour les affiner, tu vois, tester les bons mots, etc. Je pense en effet que t'as intérêt à le faire. T'as pas grand-chose à perdre, surtout si c'est ton entourage proche. Il faut pas que ça soit une usine à gaz pour toi parce que ça prend beaucoup de temps, mais si tu arrives à le faire justement à ton entourage, je pense que t'en tireras beaucoup d'enseignements, donc ça sera précieux. En tout cas, comme je le dis beaucoup dans la formation, une marque ça évolue, et donc même si tu vas lancer ta marque, il est tout à fait normal que dans le temps, elle ne soit plus tout à fait la même. Elle va évoluer parce que tu vas changer, parce que le marché va changer, parce que des consommatrices vont changer, peut-être parce que aussi tu vas apprendre des choses et que tu vas vouloir l'affiner. Donc moi je commencerai dès à présent, si tu veux. C'est vraiment une démarche finalement, la création d'une marque, une démarche qui ne s'arrête jamais. C'est pas je crée une plateforme de marque, merci, c'est écrit dans le marbre et maintenant c'est fini. C'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que les gens se méprennent beaucoup. C'est vraiment un travail, si tu veux, c'est comme de faire du sport, tu vois. C'est ça, en fait, pour en tirer des bénéfices, il faut jamais s'arrêter. et donc j'aurais envie de te dire, le plus tôt tu commences, le mieux tu te porteras. D'accord. Et dernière question, cohérence par rapport aux canaux de distribution. Il est vrai que puisque je suis pharmacienne de formation, naturellement j'irai en pharmacie, mais sur des pharmacies extrêmement ciblées, hein, donc des pharmacies très beauty. Mais j'avais d'autres idées, aller dans les hôtels de luxe, parce que c'est aussi un produit qui est très adapté au voyage. Ouais, c'est vrai. Les grands magasins, puisque j'ai peut-être une ou deux entrées, bien que je pense que le volume ne se fasse pas au niveau des grands magasins, mais que c'est plus en fait un positionnement de notoriété. Quelles idées aurais-tu? Est-ce que possible, pas possible, effectivement, d'atteindre ces canaux de distribution qui ont vraiment cette image de luxe? Écoute, si possible, tout à fait. Sincèrement, il suffit parfois d'un coup de cœur de la directrice des achats de tel ou tel grand magasin ou de tel hôtel pour que ça fonctionne. Tu vois, la directrice du spa, par exemple, qui peut-être achètera tes produits, j'en sais rien. Donc c'est tout à fait possible. Il faut pas que tu t'éparpilles, donc moi j'aurais tendance à dire commence quand même par ce qui te semble le plus vraisemblable, ce qui te semble être ce qui va marcher le mieux. Mais néanmoins, la vie est longue et tu vas rentrer dans une démarche entrepreneuriale. Et ce que ça veut dire, c'est que là encore, c'est un peu comme pour la plateforme de marque, les choses vont changer, tu vas devoir tester beaucoup de choses. Et donc peut-être que tu vas commencer par les pharmacies, que ça va marchoter, mais que c'est pas exactement là où tu veux emmener ta marque, et donc tu vas devoir tester d'autres choses. Et donc reste toujours aux aguets, reste toujours dans cette démarche de test and learn, parce que c'est ça finalement qui va faire ton succès. Et c'est vrai que souvent quand on me demande quels sont les entrepreneurs qui réussissent le mieux, eh bien en fait ce sont eux qui ont une vision au départ, mais qui savent aussi en permanence l'ajuster, si tu veux, à la réalité du marché, de la demande, de la réponse, etc. Et donc il faut pas se dire j'ai un plan, je déroule mon plan et ensuite on s'arrête. Non, parce que tu sais, il y a cette fameuse phrase de Mike Tyson, c'est everyone has a plan until you get punched in the face. Donc tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se fasse prendre un coup de poing dans le visage. C'est un peu la vraie vie de l'entrepreneuriat, si tu veux. Il faut avoir un plan, parce que comme ça tu sais quand même dans quelle direction tu vas aller, mais il faut aussi que tu sois à l'aise à l'idée de le faire évoluer, parce que la réalité c'est que peut-être que ton plan va pas marcher, peut-être que tu vas avoir une meilleure opportunité à côté, peut-être que tu vas avoir un contact incroyable qui va t'ouvrir une porte. Il faut que tu saches saisir ces opportunités aussi, tu vois. Voilà, écoute. Et puis dernière question. Non. Dis-moi. Non, dernière question, est-ce que tu aurais un conseil pour justement ces derniers mois de pré-lancement-lancement? Écoute, j'ai l'impression déjà que tu es hyper motivé et tu as l'air d'avoir préparé plein de choses. Je vais te faire un peu peur avec ce conseil, mais je pense que c'est important que je te le dise, c'est que quand on lance un produit, ça ne marche quasiment jamais au démarrage. Et c'est normal.
Et c'est normal. Et ce que je veux dire par là, c'est ne t'attends pas, quand tu vas sortir ta marque, à avoir tout d'un coup des foules qui se déversent sur ton site internet ou sur ta plateforme Ulule ou de crowdfunding, si tu vas sur du crowdfunding. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, pour l'instant, il y a une réalité, personne ne te connaît, ton produit n'est pas connu, il va falloir convaincre. Et donc c'est pour ça que je me tue souvent à répéter qu'il faut s'inscrire dans un temps long, et c'est pour ça aussi que je dis il faut avoir un plan mais il faut savoir l'adapter, parce qu'en fait la réalité c'est que tout le monde commence à zéro, il y a personne qui marche depuis le début, alors sauf si tu as déjà une grosse communauté, des choses comme ça, oui c'est un avantage compétitif, mais globalement en fait ça se fait dans le temps. Et donc ne prends pas peur si dès le début en fait t'as pas des pluies de commandes qui te tombent dessus, c'est tout à fait normal. C'était mon cas, c'est le cas de toutes les personnes que je connais, sincèrement. Par exemple, je pense à Morgane Césaloris chez Cézanne, mais avant de lancer Cézanne, elle a trimé pendant 10 ans, toute seule, à travailler, si tu veux, pour vendre ses vêtements. Donc, en fait, il faut vraiment, vraiment ne pas perdre de vue tout ça et se dire, ça prend du temps, mais c'est pour ça qu'il faut que ça te plaise, c'est pour ça qu'il faut que vraiment tu crois à ton produit, parce que ça va te prendre du temps, et le temps, c'est pas attendre que ça se passe et que ça marche, non. C'est essayer en permanence d'améliorer, d'affiner pour toucher à un moment donné la petite action qui va faire que tu vas progresser. Et la somme de toutes ces petites actions qui va faire qu'à chaque fois tu vas progresser, va faire que tu vas finir par avoir un vrai succès. Et donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais voilà, donc c'est pas vraiment un conseil que je te donne, c'est plus une mise en garde, on va dire, parce que je vois beaucoup de personnes qui, au moment du lancement, en fait, sont désabusées et un peu désespérées quand ils voient que malheureusement, tu vois, ça marche pas tout de suite. J'ai déjà des gens qui m'ont dit mais je comprends pas, ça fait 6 mois que je bosse et ça marche pas. J'ai envie de dire mais 6 mois c'est rien. Enfin moi ça fait 13 ans que je bosse avec Gemio et que j'essaye de me renouveler en permanence si tu veux. Et je sais que j'en suis qu'au début. Donc tu vois, il faut que tu cultives cet état d'esprit de se dire comment dire, l'échec n'est pas une option envisageable, je vais tout faire pour que ça marche et donc il faut que j'affine, que je change, que j'améliore pour que ça devienne un succès. Ouais. Mais non, mais en fait, finalement, ça me booste. Et tant mieux. Écoute, comme ça, tu seras presque contente quand tu vas avoir un lancement. Si jamais t'as pas beaucoup de ventes, tu vas dire, c'était normal. Alors, je te souhaite quand même d'en faire un peu, tu vois, mais moi, tu vois, quand on a lancé Gemio, je me rappelle très bien. Donc, on a lancé le site web, j'ai envoyé à tous mes contacts et tout, mais pareil, on connaissait personne. En fait, je m'attendais pas à avoir des ventes tout de suite, mais je pense qu'il y a eu 2 semaines avant qu'il n'y ait pas une seule vente, et la première vente, c'était une de mes amies, tu vois. C'est normal. Ouais. Bon, écoute, Jeanne, en tout cas, je te remercie 1000 fois. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, qui peut-être voudraient en savoir plus sur ton produit, est-ce qu'on peut quand même en savoir plus, te suivre, découvrir où le trouver, etc.? Pour l'instant, non. D'accord. Le site sera disponible au mois de janvier 2025, donc c'est cicéronparis.com. Ok. On le garde en tête, voilà. Et puis peut-être que tu reviendras pour une nouvelle leçon un peu plus tard, et comme ça, on pourra te refaire un petit coup de visibilité. Merci beaucoup, Jeanne, pour ton temps. Merci, Pauline. À bientôt.